Les accès au centre hospitalier de Pointe-à-Pitre ont été bloqués par la police hier. Les agents grévistes restent mobilisés. Malgré des propositions notables de la direction, ils exigent l'intégration directe du personnel contractuel. Début de mandat effectif pour Franck Lasserre aujourd'hui. Le candidat victorieux a installé son équipe à la tête de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Le reportage de Nathalie Dinan et de Patrick Curie dans quelques instants. Et nouvelle visite pour le président de région à Bouillante. Au programme, aménagement du littoral, rénovation de l'éclairage public et renforcement des écoles de pigeons. Un plan d'action en faveur du rééquilibrage du territoire. Bonsoir, merci de nous accueillir chez vous ce soir. Les forces de police sont intervenues hier pour débloquer les accès du CHU de Pointe-à-Pitre, cadenassé par la CGTG depuis le début du mois, afin d'obtenir l'intégration de 300 contractuels. Après leur dernière réunion d'hier, ils ont obtenu de la direction un calendrier d'intégration qui devrait prendre en charge l'ancienneté des agents, ainsi que la mise en place de concours réservés, organisés dans 6 mois. Insuffisant, dit le syndicat. Il exige l'intégration directe des agents. Reportage Karen Diam. Plus d'entraves, ni de barrages. Ce matin, l'accès au CHU se faisait sous l'œil vigilant des forces de l'ordre. Compte tenu des difficultés qu'on était appelé à rencontrer dans les services de soins, donc nous avons décidé de permettre à chaque professionnel d'accéder à son lieu de travail, bien entendu dans le but d'assurer la sécurité des soins et la continuité des soins pour tous les patients qui s'adressent à l'établissement. Donc on a demandé et accepté la proposition qui nous a été faite par le représentant de l'État de se faire aider par les forces de l'ordre pour dégager l'accès de l'établissement, puisque certaines personnes étaient refoulées, les patients devaient plus que d'habitude accéder à leur lieu de soins à pied. Donc il fallait leur permettre d'avoir une fluidité dans l'accès de l'établissement pour bénéficier des soins que nous sommes tenus de leur porter. Du côté des syndicats, c'est l'incompréhension totale. Depuis combien de jours nous avons négocié avec la direction, nous avons dans toute rencontre, nous avons proposé nous pour l'étape de négociation. Vous voyez, gendarmes, la police, bon matin là. Nous ne pouvons pas comprendre pourquoi la police là. Il n'y a jamais eu de blocage d'accès des usagers. Depuis lundi, on est sur le piquet, on est devant le CHU. On a toujours filtré les entrées des voitures. On laisse passer les urgences, on laisse passer les visiteurs, qu'ils aillent rendre visite ou bien qu'ils aillent en consultation dans l'établissement, on les laisse passer. Une seule chose, c'est qu'on filtre les collègues, on laisse passer les médecins, on laisse passer les internes, on leur dit juste, ils gardent leur voiture à l'extérieur et ils montent à pied pour travailler. On n'a jamais empêché les salariés de passer pour aller travailler. On n'a jamais fait en sorte qu'il y ait un problème au niveau de l'effectif parce que nous sommes des soignants, même si nous en grève. Nous avons demandé régulariser la situation nous. Avant tout, nous soignons, nous dans l'humain, nous avons l'obligation des bas de soins. C'est pareil que la nuit. La nuit, il n'y a pas de blocage. On ne bloque pas parce que la nuit déjà, c'est un service minimum. Il faut le savoir. Donc, qui j'en ai dit ces collègues-là, nous pas qu'à travailler. Même moi, qui ont salarié de nuit, en grève, moi, les piquer là, en cas fait nuit, moi, en cas arrêter les piquer là, en cas travailler après ça. Donc, à ce niveau-là, il n'y a aucun souci. On n'a jamais empêché l'accès au CHU. Dans tous les cas, une vingtaine de policiers assurent l'accès à l'hôpital, et ce, pour une durée encore indéterminée. À partir du moment où le service minimum est assuré et que les agents qui ne sont pas grévistes peuvent accéder à leur lieu de travail, il n'y aura plus de raison que les forces de l'ordre soient là, parce que c'est le seul objectif qu'on s'est fixé, c'est de permettre donc cette continuité des soins, cette bonne prise en charge des patients. En attendant, accès libéré ou pas, la grève des contractuels du CHU se poursuit, ainsi que les négociations. Le président de région, Harry Chalus, était en visite à Bouillante aujourd'hui. Il était question de dresser un état des lieux des grands projets de la commune en vue d'un accompagnement régional adapté. Compte rendu de cette journée avec Nathalie Dinan et Patrick Curie. J'espère que tu auras le temps pour que lors de la visite tu puisses te reprendre. Et puis j'allais dire, on attend beaucoup. Les Bouillantais attendent beaucoup. Un tutoiement qui traduit le lien fort entre les deux hommes. Mais les Bouillantais attendent beaucoup plus d'Harry Chalus et de cette visite de terrain. La commune située en Côte-sous-le-Vent, sur un territoire en mal de développement et en retard structurel, cherche à financer de grands projets qu'elle juge essentiels. Donc le plus important pour nous aujourd'hui, c'est qu'il s'est engagé à réaliser l'opération Océan, qui était une opération qui avait été mise en sommeil à la région, et bon, pour laquelle il a pris conscience que c'était un enjeu important pour Bouillante et pour la Côte-sous-le-Vent, puisqu'à partir de ce projet-là, Malendure, c'est quand même un produit d'appel. Une fois arrivé à Malendure, les personnes, les touristes qui viennent, les visiteurs, s'orientent soit vers Vieux-Habitants, soit vers Pointe-Noire. Donc c'était quelque chose de relativement important. Harry Chalus s'était engagé à venir à Bouillante. Il a été accueilli comme le messie
de nombreux dossiers bouillantaient au fond des tiroirs depuis des années ont été réactualisés. Je pense que c'est le dossier touristique, celui du projet de Malandure, qui a été enterré il y a quelque temps, que nous allons vraiment accélérer et mettre en œuvre. Et ça tombe bien, surtout que nous avons Mme Page, qui est déléguée internationale du tourisme, qui est de passage chez nous dans un séminaire, et qui hier soir nous disait effectivement que la Guadeloupe, c'est un lieu vraiment agréable à visiter et à vivre, mais qu'il nous manque encore des infrastructures et des moyens pour garder et faire revenir des touristes. La première plage qui sera aménagée avec une vision de l'emploi, de l'activité, pour verser vraiment la Guadeloupe dans l'économie bleue. C'est un projet de 2 500 000 €. On a voulu vraiment faire un projet exemplaire, un projet complet, pour qu'enfin la Guadeloupe soit dotée d'un vrai label de qualité autour de ses plages. La région va donc participer à plus de 90% au financement de ce projet à travers des fonds européens et des fonds régionaux. Une partie sera affectée à l'amélioration de l'image touristique de Bouillante à travers les haltes légères de plaisance, des mouillages à l'anse à la barque, dans le bourg et à Malandure. Il a pris conscience aussi qu'il fallait nous accompagner sous la réhabilitation et la réparation du ponton du bourg, qui avait été démonté par, je crois que c'était l'ENI en 99, et pour lequel on n'avait pas obtenu le financement jusqu'ici pour pouvoir procéder à sa réparation. Et puis surtout, un point important, c'est la mise en sécurité des personnes et particulièrement des écoliers, puisque là aussi pareil, dans le cadre de notre programme de rénovation et de renforcement parasismique de nos écoles, il a décidé de nous accompagner financièrement sous l'école de Malandure et sur l'école de Pigeon, pour lesquels les travaux devraient débuter l'année prochaine. La municipalité est satisfaite de l'aide apportée par la collectivité régionale dans l'accompagnement de ces opérations prioritaires. Pour boucler le plan de financement, reste 500 000 € à trouver. Bouillante devra se tourner vers le département ou la communauté d'agglomération du Sud-Basse-Terre. Son élection a été très contestée, mais Franck Lasserre, le nouveau président de la Chambre des métiers de l'artisanat, a installé aujourd'hui sa nouvelle équipe. Au cours d'une assemblée générale constitutive à Desmarais-Basse-Terre, reportage Nathalie Dinan, Patrick Curie. La nouvelle équipe dirigeante de la Chambre des métiers de l'artisanat, présidée par Franck Lasserre, a été installée ce matin à l'issue d'une assemblée générale. Un mois après l'annonce du scrutin, le président n'a pas attendu son intronisation pour revêtir le costume du premier artisan. Nous nous sommes attelés à travailler, à rencontrer du monde, les services de la Chambre. Nous sommes allés en Martinique rencontrer nos homologues de la Martinique. Nous avons profité pour rencontrer une banque de la place, puisque nous avons besoin d'accompagnement, d'accompagner les artisans. Et puis nous avons profité pour finaliser notre mise en action qui commencera dès lundi. Dès lundi, l'équipe de Franck Lasserre va mettre en musique sa feuille de route et il s'attaque d'ores et déjà à un épineux dossier. J'ai dépêché aujourd'hui notre collègue Franck Lurel en Guyane, où il y a une grande réunion du conseil d'administration du RSI, pour demander un rendez-vous que j'aurai la semaine prochaine, afin de rencontrer le directeur et le président du RSI pour que nous puissions discuter des modalités qui vont permettre aux artisans d'attendre des nouveaux dispositifs. Le régime social des indépendants va changer. Donc, par conséquent, en attendant ce changement, nous demandons au RSI d'arrêter les menaces et d'arrêter les poursuites à l'encontre de nos mandants. Deux autres candidats malheureux ont contesté l'élection de Franck Lasserre et ont entamé une action en justice. L'installation du nouveau président se fait donc dans un contexte un peu tendu. Il y a le temps de l'élection, le temps de la campagne. Aujourd'hui, les résultats sont donnés, connus. Et le travail, ce n'est pas uniquement Franck Lasserre, ce n'est pas uniquement l'équipe Ensemble pour l'artisanat préparant l'avenir autrement. Le travail, c'est pour tous les artisans de Guadeloupe qui veulent que leur situation change. Et rapprocher cette institution des artisans à travers ses 7 vice-présidents désignés lors de l'AG. Un par territoire avec une priorité pour les territoires en mal de développement, le Nord-Grande-Terre, Marie-Galante et la Côte-sous-le-Vent. Une chambre plus proche, plus à l'écoute, qui porte l'information, bref, une chambre au service des artisans. C'est le vœu formulé par le nouveau président. Pour la toute première fois, les électeurs de droite sont appelés demain à élire le candidat qui les représentera à l'élection présidentielle de 2017. Qui d'Alain Juppé, de Nicolas Sarkozy ou des 5 autres candidats sortira vainqueur de cette élection.
Elle a choisi son favori, qui n'est autre que l'ancien président de la République. Sonia Petro, bonsoir. Bonsoir, Barbara Olivier. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors, Sonia Petro, vous êtes là, responsable de la Fédération Les Républicains en Guadeloupe. Avant d'aller plus loin avec vous sur cette élection, nous avons souhaité savoir ce que pensent les Guadeloupéens de cette élection. On regarde leur réaction. C'est un sondage réalisé par Linda Kayarsi. Non, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Eh bien, comme ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Je pense que de toute façon, il y en a un qui en sortira vainqueur. Il en faut un. Et que moi, personnellement, je n'irai pas voter parce que je pense que nos votes ici, en Guadeloupe, de toute façon, ils savent déjà qui sera. Quand vous voyez que Macron, d'un seul coup, il se décide à y être, non, je crois que maintenant c'est attendre et puis, comme on dit, wait and see. Non, je ne regarde pas trop. Non, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Ça ne m'intéresse pas. Parce qu'il n'y a pas de... il n'y a rien de bon maintenant. Alors, il n'y a pas de... Pour la politique maintenant, c'est nul. Pour l'instant, non, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi ça ne vous intéresse pas? Bon, tous les candidats, ils sont tous pareils. Ça ne m'intéresse pas, la politique. La politique, ça ne me dit rien. D'abord, je suis très âgé. Ça ne me dit rien. D'accord. C'est pour mes enfants, mais moi, non, la politique, non. Ça ne m'intéresse pas du tout. Vous savez pourquoi? C'est que depuis que je travaille, je paye le foncier. J'ai 78 ans et le foncier me suit. Et aussi bien que l'impôt locaux. Les impôts locaux, j'en paye tous les jours. Et on est deux vieux à la maison. Sonia Petro, craignez-vous une abstention massive des électeurs guadeloupéens? Quand je regarde votre reportage, ce qui attire mon attention, c'est pas tant qu'ils ne sont pas intéressés par la primaire, mais ils ne sont pas intéressés par la politique, tout simplement, parce qu'ils ont été déçus, et je peux le comprendre. Quand on voit certaines pratiques, quand on voit que souvent des candidats viennent avec des promesses qu'ils savent très bien qu'ils ne pourront pas tenir, donc je comprends. Donc c'est à nous, responsables politiques, de donner une autre image et de donner envie aux gens d'aller voter. Alors concernant la primaire, je suis sur votre plateau, non pas en tant que présidente de la Fédération, les Républicains, mais en tant que présidente de la commission d'organisation de la primaire de la droite et du centre en Guadeloupe. Alors, cette élection sera justement organisée demain dans toutes les communes de la Guadeloupe. Oui. Faut-il absolument être membre du parti pour y participer? Première condition, non. Tout le monde a le droit d'aller voter. Il suffit juste d'être inscrit sur les listes électorales au 31 décembre de l'année précédente, 2015. Donc, il est vrai que c'est la primaire de la droite et du centre et que nous allons choisir le candidat qui va représenter nos valeurs à l'élection présidentielle 2017, mais tout un chacun peut participer à cette élection en remplissant les conditions que l'on va édicter dans quelques instants. Alors, le vote de l'Outre-mer a-t-il du poids dans cette élection? Comment cela va-t-il se passer? Comment ce vote va-t-il être pris en compte au niveau national? Justement, en entendant, je vais répondre au monsieur que j'ai vu tout à l'heure quand il a dit « ça ne compte pas et on sait déjà ». J'aimerais bien déjà savoir, hein. Non, mais ça va compter. Et comme à l'élection présidentielle, nous votons justement en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy un jour avant, de façon à ce que justement nos voix comptent. Auparavant, quand il y avait une élection, pendant qu'on votait ici, on connaissait le résultat dans l'Hexagone. Donc nous allons voter 24 heures avant. Simplement, nous n'allons pas dévoiler le résultat tant que le dernier bureau dans l'Hexagone ne sera pas fermé. Alors, comment cela va-t-il se passer demain dans les bureaux de vote? Alors, concrètement, il y aura 44 bureaux de vote en Guadeloupe et j'espère pouvoir vous dire exactement tout à fait où, dans quelques instants. Et les électeurs vont se présenter entre 8h et 19h dans ces bureaux, munis de leur carte d'électeur, ou pour ceux qui l'ont oublié aussi, de leur pièce d'identité ou de toutes les pièces qui sont communément admises pour une élection. Ils vont s'acquitter d'un droit de 2 €. 2 € parce que la primaire, ça a un coût. Il faut payer tous les frais inhérents à l'organisation. Ils vont signer la charte de l'alternance qui dit tout simplement « Je partage les valeurs républicaines de la droite et du centre et je m'engage pour une alternance pour réussir le redressement de la France. » Moyennant toutes ces conditions, ils vont voter
et de cette élection sortira le vainqueur. De toute façon, c'est une élection où il n'y aura pas de perdant. Notre famille politique ressortira avec un gagnant. Et tous les candidats, les 7, se sont engagés à se mettre derrière le candidat qui gagne, de façon à ce qu'on puisse gagner l'élection présidentielle 2017 et en finir avec les 5 ans de la gauche. Vous avez fait référence tout à l'heure aux bureaux de vote. Ils ne sont pas ouverts dans toutes les communes ? Attention, il y a bien des bureaux dans toutes les communes, mais c'est une élection où les gens ne vont pas dans les bureaux de vote où ils ont l'habitude de voter. Nous n'avons pas les moyens d'ouvrir des bureaux. Alors dites-nous comment ça va s'organiser, s'articuler. On va commencer par la première circonscription. Aux Abîmes, il y aura 4 bureaux de vote. Il y en aura un à Bois-Ripaud, un à Dotémar, un au Rézé et le dernier se trouve à Lacoma, à l'école élémentaire Lacoma. À Marie-Galante, il y a un bureau à Saint-Louis, un à Capesterre, un à Grandbourg. À Mornalo, nous avons 2 bureaux de vote, un dans le bourg à l'école maternelle, un à Bosredon à l'école primaire. À Pointe-à-Pitre, nous avons 2 bureaux de vote qui se trouvent au centre Réminin-Souta. Ça, c'est la première circonscription. Dans la deuxième, nous avons un bureau de vote à Goyave, qui se trouve à l'école de la ZAC de l'Aiguille. Nous en avons 2 à Petit-Bourg, un dans le bourg, un à Prise d'eau. Nous en avons 2 à Bémaro, un au foyer de la retraite, un dans le bourg. Il y en a 3 à Sainte-Rose, un au Lamentin. Dans la 4e circonscription, dans toutes les communes. Alors, comment se fera le suivi au niveau du vote? Comment ça va se passer pour être sûr qu'il n'y ait pas de fraude en fait? Comme dans toute élection, des présidents ont été nommés et il y aura des assesseurs dans les bureaux de vote et tous les candidats ont des délégués. Et pour éviter qu'il n'y ait de la fraude, il n'y aura pas de bureau centralisateur dans aucun département. Il y a un bureau centralisateur qui se trouve à Paris au niveau de la haute autorité. Les présidents vont remonter directement leurs résultats à Paris et Paris va interroger les assesseurs dans la demi-heure qui suit par SMS pour leur demander s'ils sont d'accord avec le résultat qui a été transmis. Donc il y aura un double contrôle qui se fera des résultats et c'est la haute autorité qui va proclamer les résultats définitifs. Là, il s'agit d'un premier tour, mais un deuxième est également prévu. Oui, le deuxième tour se déroulera pour nous le 26 novembre de 8h à 19h dans les mêmes bureaux de vote. Pour ceux qui ne savent pas où se trouve leur bureau, il y a une plateforme téléphonique qui est ouverte, le 0820 20 2016, 0820 20 2016. Pour ceux qui ont Internet, le www.primaire2016.org. Il y a moyen de savoir où voter. Renseignez-vous, venez voter. L'alternance est en marche et je souhaiterais que la Guadeloupe prenne part à cette alternance. Sonia Petro, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Un tout autre sujet, c'est une maladie chronique. Elle est souvent associée au diabète. L'hypertension artérielle est une préoccupation majeure de santé publique. Une conférence était d'ailleurs donnée aujourd'hui à la médiathèque Paul Mado de Bémao par le réseau HTA Guada pour interpeller la population sur son importance. Karen Diama a pris quelques notes. On regarde. Ancienne infirmière et entourée de parents hypertendus, Monique a souhaité surveiller cette maladie dangereuse qu'elle connaît si bien. En rentrant en Guadeloupe, je me suis trouvée exploitant agricole. Donc, on travaille sous le soleil. On s'alimente pas normalement comme on avait l'habitude, donc les choses changent. Donc, je me suis dit non, il faut que... Voilà. Donc, on y avait ça aujourd'hui. Je me suis dit, je viens voir... En revenant de mon exploitation, c'est pourquoi je suis arrivée un peu en retard. Malgré son retard, elle a pu apprendre à utiliser le tensiomètre au poignet, plus petit et plus pratique que l'appareil traditionnel qui se pose sur le bras. L'appareil au poignet doit se positionner autrement que l'appareil au bras. C'est pour cela que nous insistons énormément sur la bonne pose des tensiomètres. Alors l'appareil au poignet se met bois gauche, face interne du bois, côté lecture vers le patient, parce que c'est le patient qui va lire sa tension. Et bien positionner la main ouverte et sous l'autre épaule, sous l'autre épaule. Il faut que le boisseur soit à hauteur du cœur. Donc en prenant cette position-là, on sait que le boisseur va se trouver à ce niveau-là. Et on apprend aussi aux gens à bien interpréter les chiffres tensionnels. Parce que l'appareil, il y a 3 rangées de chiffres. Et très souvent, les personnes lisent que la première rangée. Et il faut que les patients, qu'on les informe pour leur dire que la tension artérielle se mesure avec 2 chiffres. Il y a une tension qui est la tension
systolique, c'est quand le cœur se contracte. Et il y a une tension diastolique, c'est quand le cœur se relâche, se met au repos. Et les deux chiffres de la tension sont très importants. Véritable fléau en Guadeloupe, l'hypertension pousse les infirmières du réseau HTA-Guad à multiplier leurs actions de prévention. Ça permet déjà de sensibiliser les gens. Et les gens qui sont traités, qui ont déjà un traitement contre l'hypertension, d'observer correctement leur traitement. Parce qu'une mauvaise observance du traitement peut entraîner quand même des complications graves. Des complications telles que l'AVC, l'infarctus du myocarde, l'insuffisance cardiaque. Ça peut entraîner aussi une insuffisance rénale qui peut aboutir à la dialyse. Et aussi au niveau des membres inférieurs, il peut y avoir des artères qui peuvent être bouchées et qui peuvent entraîner aussi une amputation. Donc les complications de l'hypertension sont vraiment très graves. Pour prévenir cette maladie qui touche un quart de la population, les conseils restent les mêmes. Réduire sur le sel, manger plus de fruits et de légumes et pratiquer une activité physique régulière. En Martinique, un tout nouveau centre d'enseignement et de simulation santé a été inauguré ce matin au centre hospitalier de Mango-Vulsin, une composante indispensable pour améliorer la formation des professionnels médicaux et paramédicaux par une immersion dans des situations proches du réel. Reportage Alouine Courcy. Alors madame, quand la contraction arrive, vous allez pousser. Hein. Attention. Ah là, ça y est. Allez-y. Il parle, respire et donne même naissance à de nouveau-nés. Le CHUM de Mango-Vulsin vient de mettre à disposition une dizaine de mannequins aux professionnels de santé. C'est un mannequin haute fidélité dans le sens où c'est assez proche de la réalité. On a des paramètres du patient, les contractions visibles, le rythme cardiaque de l'enfant, une maman qui respire, qui parle, qui réagit et un bébé positionné dans le ventre de sa maman. Ça permet aux étudiants et aux professionnels de s'entraîner à un accouchement avant de pratiquer sur le patient directement. Tout va bien, madame. C'est une fille. D'un côté les mannequins pour se former, de l'autre un retour vidéo pour revenir sur les manipulations. Tel est le dispositif mis en place pour que chirurgiens, infirmiers et aides-soignants puissent s'exercer dans les meilleures conditions possibles. La simulation, c'est beau, c'est joli, c'est coûteux, mais il ne faut pas oublier que ça n'est que le prétexte pour être dans un environnement réaliste et organiser un débriefing de qualité pour construire les apprentissages en équipe des compétences techniques et non techniques. Ça a vocation aussi à concerner la formation initiale et la formation continue. Donc les professionnels qui sont déjà en activité, mais aussi tous les jeunes étudiants des établissements de santé et de la faculté de médecine. Le projet s'est concrétisé après 2 ans et demi de préparation et un coût de 700 000 € financé par l'Agence régionale de santé. Ce sont les recommandations professionnelles. On est là pile poil dans les bonnes pratiques. Dans les bonnes pratiques qui sont recommandées par la haute autorité en santé, par les sociétés savantes. Donc aujourd'hui, c'est le mode qui tente à devenir standard d'apprentissage des gestes techniques en médecine. Donc pour les patients, c'est plutôt quelque chose qui est bien reçu. Et je le redis, c'est un élément de sécurité et c'est un élément de qualité. Ce dispositif est le seul en Martinique et dans la Caraïbe et accueillera aussi quelques professionnels guyanais et guadeloupéens. La drépanocytose est la maladie génétique la plus répandue dans le monde. Elle touche plus de 5 millions de personnes. Elle est particulièrement fréquente dans les populations d'origine antillaise, africaine et méditerranéenne, d'où la décision de McDonald's de consacrer une journée à collecter des fonds pour aider l'association Guadeloupe Espoir Drépanocytose. Reportage à Canval, Patrick Curie. Aujourd'hui, chez McDo, l'argent que vous avez dépensé pour votre Big Mac ira directement dans les caisses de l'association Guadeloupe Espoir Drépanocytose. Ainsi le veut la tradition du Mac Happy Day. McDonald's accompagne la GED dans la lutte contre la drépanocytose avec plusieurs opérations, le 5K, 5 km féminin où on récolte des fonds, la Mac Happy Day. Et aujourd'hui on est le 18, vendredi 18 novembre, c'est le jour de la Mac Happy Day en Guadeloupe. Donc l'objectif est tout simple, c'est de vendre un maximum de Big Mac, car tous les Big Mac vendus iront directement à la GED. Et aussi, on a des petites mains à 1 € qu'on vend. Et toutes ces mains, ces Big Mac et les tireliers que nous avons dans le restaurant sont reversés à la fin d'année à la GED. La drépanocytose est une maladie génétique de l'hémoglobine, une substance contenue dans les globules rouges
qui sert à transporter l'oxygène à travers le corps. Et qui dit absence d'oxygène, dit fatigabilité, vertige, infections et douleurs fréquentes. En Guadeloupe, il y a à peu près 7000 personnes qui sont atteintes par la drépanocytose. Pour l'instant, la guérison, vous naissez avec, vous mourrez avec. Mais depuis quelques temps, on greffait déjà les enfants la greffe de cordon. Mais là, il y a encore une nouveauté, c'est la greffe haploïdentique pour les adultes. Alors ça, c'est vraiment une nouveauté parce qu'on peut greffer les adultes avec une partie de leur famille qui est saine. Ça s'appelle la greffe haploïdentique. La maladie étant particulièrement répandue dans les populations antillaises, l'enseigne de restauration rapide a tenu à apporter sa contribution à l'amélioration de la prise en charge des patients. Il faut savoir que tous les restaurants McDonald's de la Guadeloupe y sont conviés, Pointe-à-Pitre, Basse-Terre, Gosier, Abîme, Millénis, Destreland, partout où vous allez, vous avez la possibilité d'aller d'acheter un Big Mac, que le 18 bien sûr. Et dans chaque restaurant, il y aura des activités, des artistes qui donnent de leur personne, de leur art pour pouvoir contribuer à la lutte contre la drépanocytose. L'année dernière, plus de 40 000 € avaient été collectés pour les malades. Il serait intéressant que la cagnotte grimpe encore. Restez avec nous dans une poignée de minutes, un avant-goût du Festi-Marché du Lamentin. Et puis deuxième et dernier jour pour les Jeux paralympiques de Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane. Mais avant, depuis 16h cet après-midi, la ville du Lamentin a donné le coup d'envoi de son Festi-Marché, un mélange de foires et d'animations festives qui vise à dynamiser le cœur de la commune, assez assoupi dès le soir venu. Jacques Canneval, Patrick Curie. Une belle idée pour enrichir votre vendredi après-midi à Lamentin, le Festi-Marché. L'idée était dans l'air depuis un certain temps, mais la voilà à l'œuvre avec sa force de séduction. Il s'agissait pour cette municipalité de donner un certain dynamisme à la vie économique et sociale aussi, j'ai envie de dire, dans notre commune. Donc on a lancé ce Festi-Marché parce que nous voulons garder notre identité. Nous sommes avant toute chose une commune rurale. Et avec un passé agricole, j'ai presque envie de dire, sans vouloir faire de jeu de mots, glorieux. Et donc aujourd'hui, eh bien, on met ensemble le culturel, le culinaire, pour effectivement faire cet événement au profit de la population. Donc, tant bien les agriculteurs que les agrotransformateurs vont trouver leur compte, mais aussi la population de la montagne. Tous les troisièmes vendredis du mois, de 16h à 21h, entre épices et couleurs chatoyantes, la ville sera livrée aux marchands et autres producteurs du Nord Basse-Terre. Je serai présent sur le marché de manière continue, donc je me suis engagé à être présent sur tous les Festi-Marchés à venir. En Cameroun, tout partout tous les week-ends, mais tout le week-end, il m'a chanté là-bas, c'est Thibault Lamentin, en parler pour mon étranger venir en place, parce qu'on sont vendeurs de coco. Oui, ils sont bons, mais ça met la paix là, et ça fait mon avis connaître Lamentin, Thibault aussi, mon qui pas connaître Lamentin, et mon qui vient à présent acheter produits locaux, nous fait ici en pays, nous quittons nous-mêmes. D'un côté, les affaires, de l'autre, il y aura la fête. Avec ses promesses de Zumba géante, le Lamentin n'a peut-être pas trouvé la pierre philosophale du développement, mais sans doute un moyen de réveiller un centre-bourg endormi. Ce chiffre maintenant, 398, c'est le nombre de kilos de déchets que produit un Guadeloupéen par an. La réduction des déchets est un défi majeur, d'autant que la gestion de nos ordures nous coûte cher, près de 170 € par habitant, contre 89 pour un habitant qui habite en France hexagonale. Mais pas de fatalité, il existe des moyens pour réduire justement les déchets dans nos poubelles. Et puis on va le voir avec notre invitée Laurie Bozor, bonsoir. Bonsoir Barbara. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors Laurie, vous êtes la fondatrice d'une société qui s'appelle Consomacteur et vous êtes une adepte du zéro déchet. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure ? Alors tout d'abord, en fait, c'est vraiment la naissance de mes enfants, dans le sens où j'avais envie d'un avenir meilleur pour eux. Et pour ça, ça passe par des actions. Et en fait, comme je suis un parent aujourd'hui, donc je dois montrer l'exemple. Et à partir de là, je me suis un petit peu documentée, renseignée. Et j'ai vu aussi un reportage donc, sur une chaîne nationale qui m'a montré en fait ce qui se faisait déjà sur San Francisco, entre autres. Et ça m'a permis aussi de voir une certaine dame qui s'appelle Bea Johnson et qui m'a permis enfin, de commencer cette initiative.
Donc vous avez changé votre façon de vivre, votre mode de vie. Quels sont les gestes simples pour réduire nos déchets chez nous au quotidien? Alors ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est qu'il faut évaluer dès le départ en fait ce qu'on a l'habitude de consommer et aussi nos habitudes d'achat. À partir de ce moment-là, en fait, on va faire les choses au fur et à mesure. Il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas se culpabiliser, puisque ce n'est pas dès qu'on va voir un déchet, un plastique ou un carton qu'on va se dire « Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait ?» Donc voilà, après il faut se munir d'indispensables, c'est comme ça que je les appelle. Et ils sont là avec vous. Hein. C'est exact. Alors là, entre autres, ici, vous avez donc une gourde. On favorise, enfin je dis on parce que bon maintenant c'est une communauté qui commence à grandir, hein, le mode de vie zéro déchet. On favorise beaucoup l'inox et le verre. Donc là par exemple, bon, je ne vous ai pas présenté donc, un bocal en verre, mais le bocal en verre va me permettre par exemple d'aller faire mes courses. Je vais l'utiliser par exemple quand j'ai besoin d'acheter de la charcuterie, si vous êtes adepte de la charcuterie, ou pour acheter du fromage donc à la découpe. Il y a quelques magasins déjà dans le territoire qui me permettent moi de le faire. Ou soit vous pouvez aussi avoir ces ustensiles-là tels que des... comment j'appelle ça Vous avez tout remplacé par le bois? Alors, je vois que vous avez des cuillères en bois. Oui, là, effectivement, c'est pour favoriser, effectivement, soit je vais prendre des couverts en inox, comme je vous ai dit, c'est ce que je favorise principalement, ou là, effectivement, c'est le bois, parce que ça peut être plus pratique, et puis c'est joli aussi. Donc, vous allez comme ça avec vos bocaux dans les supermarchés. Comment ça se passe au quotidien? Est-ce que vous utilisez également, vous pratiquez le compost? Tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des règles en ce qui concerne donc, le mode de vie zéro déchet. C'est-à-dire qu'il faut d'abord, effectivement, réduire. Donc, réduire, c'est-à-dire, chez vous, vous voyez déjà ce dont vous n'avez plus besoin. Comme les emballages? Alors les emballages, mais ça comprend aussi au niveau de vos vêtements, d'objets dont vous n'utilisez plus, mais qui sont là en train de vous regarder chez vous. Après, c'est pouvoir réutiliser des choses que vous voyez chez vous, que vous n'utilisez plus. Soit c'est les réutiliser, soit vous les donnez. Donc après, vous pouvez recycler. Et après avoir recyclé, vous pouvez effectivement, voilà, la dernière étape, ça va être plus le compost. Laurie, qu'est-ce que ça a changé pour vous dans votre vie? Quels sont les bienfaits de passer au zéro déchet? Alors déjà, le zéro déchet m'a permis de mieux me concentrer sur ma famille. Pourquoi? Parce que du coup, je ne suis plus une adepte de la surconsommation. Vous n'allez pas forcément me voir dans des grands magasins pousser mon chariot, à part vraiment lorsque c'est le moment pour faire ses courses. Où est-ce que vous achetez alors? Alors, on a de la chance parce que les choses commencent à se développer sur le territoire, mais ce n'est pas encore ça, je l'avoue. Il y a des grandes enseignes qui aujourd'hui permettent à ce que moi je puisse acheter en vrac. Est-ce que j'ai la possibilité de les nommer? Oui. Oui, allez-y. Alors, par exemple, il y a Naturalia où on peut acheter en vrac. Moi, j'ai mes petites pochettes en vrac, à peu près comme celle-ci, qui me permettent d'aller acheter des cornflakes, de la farine, du sucre, du riz. Voilà, des denrées assez basiques. Et après, je vais directement chez le marchand avec mon cabas ou simplement pour le poisson, pour la viande, je vais chez le boucher ou le poissonnier. Cette semaine sera consacrée à la réduction des déchets dans toute l'Europe, également en Guadeloupe. De nombreuses manifestations d'ailleurs seront mises en place avec le conseil départemental. Vous aussi, vous participez à votre façon avec une manifestation prévue demain? C'est exact. Donc demain, j'invite toutes les personnes qui sont intéressées par ce mode de vie à venir à l'atelier qui va s'effectuer à l'espace Baya Sunlight au Gosier. Donc ça sera demain à 14 h. D'accord. Comment se passe? Quelle est l'action de votre société, Consomacteur? Alors en fait, Consomacteur, c'est un concept d'aide au changement de comportement face à notre empreinte environnementale. Donc en fait, nos actions sont à travers la communication, les formations, des animations et des ateliers. Et là, on a l'initiative de pouvoir créer une application qui va permettre justement aux consommateurs de savoir où ils peuvent déposer donc leurs déchets recyclés et aussi trouver des astuces pour leur quotidien, pour réduire leurs déchets dès l'achat. Est-ce que cette communauté de zéro déchet, d'adeptes au zéro déchet est importante en Guadeloupe? Non, pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Par contre, je sais que les personnes sont de plus en plus sensibles à cela et ont envie de le transmettre à leurs enfants. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très important. Et justement, je l'ai dit tout à l'heure, mais je vous ai coupé. J'en suis désolée. Il n'y a pas de souci. Quels ont été les autres bienfaits, hormis le fait de réduire ces déchets? C'est cette transmission, parce que pourquoi j'appelle donc Consomacteur créateur de changement, c'est parce que j'estime que nous avons un devoir vis-à-vis de nos enfants. Le monde n'est
pas exactement comme on aimerait leur offrir, mais on peut leur donner les moyens de construire quelque chose de beaucoup plus joli et de mieux pour eux, pour leur futur. Laurie Bozan, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Nous partons pour la Guyane maintenant, où c'était la deuxième et dernière journée pour les Jeux paralympiques de Saint-Laurent-du-Maroni. Depuis hier, diverses activités sportives sont offertes aux personnes en situation de handicap. On regarde le reportage d'Elsa Gonzalez. En quelques minutes, nous voilà déjà dans les airs, à plusieurs kilomètres au-dessus de Saint-Laurent-du-Maroni. Une visite aérienne de la ville et ses quartiers, commentée par le pilote tout au long des 20 minutes de vol. Pour les personnes en situation de handicap, c'est l'opportunité de découvrir et partager un moment d'exception. Quand on vole, on leur explique les quartiers, comment c'est devenu. Et justement, je voudrais pour preuve, c'est que je fais voler une personne non-voyante et je lui explique. Et puis elle me dit, mais je vois. Je fais pardon. Elle me dit, je vois parce que ce que tu m'expliques, moi j'ai mon image parce que j'ai connu Saint-Laurent à un moment donné. Donc pour nous, c'est énorme parce que ça nous permet de rendre service à quelqu'un, de partager, de communiquer avec ces gens-là. C'est super. Une vue à 360 degrés de la canopée, un spectacle unique et mémorable. Des personnes aveugles, malentendantes ou en fauteuil roulant, le but est de leur faire découvrir autre chose et de leur donner envie de s'ouvrir au monde extérieur. Quel que soit leur handicap, ils seront marqués par quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait auparavant et ça va les booster. Ils voudront peut-être demander à leurs parents d'aller le faire en association et quelle que soit l'activité qu'ils auraient pratiquée pendant ces Paralympiades. Cette action s'inscrit dans le projet de la Fédération française du LM de participer à des journées jeunesse et sport. Mis en place dans le cadre de la semaine du handicap, ces activités sont proposées en parallèle des Jeux paralympiques de l'Ouest. À vos stylos maintenant, c'est l'heure des informations pratiques. Et oui, on revient sur Terre. La ville du Gosier vous informe que justement les horaires de son office de tourisme vont être modifiés avec du lundi au vendredi de 9h à 17h et de samedi, dimanche et les jours fériés de 9h à midi. Si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à les contacter au 84, le numéro qui s'affichait tout à l'heure sur votre écran. Et puis l'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain à la mairie de Vieux-Fort de 8h à midi et demi. Et l'association Médecins sans frontières ATV qui s'est associée à cette association vous rappelle que nous faisons toujours appel à vos dons. Nous avons déjà réussi à recueillir plus de 200 000 € de promesses de dons. Vous pouvez continuer à appeler au 0596 37 99 96. Et si vous êtes témoin d'un événement, n'hésitez pas à nous contacter au 0590 71 2 fois ou à nous envoyer vos informations et indiscrétions à rédaction@atv.gp. C'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres.